Merci, Monsieur le Vice-président. Alors, vous nous avez rappelé le rôle important que les courtiers d'assurance ont à jouer dans la prévention des risques de blanchiment et de financement du terrorisme. Pour nous aider à progresser dans la compréhension de ce rôle, j'ai à ma droite Stéphane Mailleux et Yvan Bazouni de la direction des affaires juridiques de la CPR. Et puis Jean-Christophe Cabotte, vous êtes le chef du département de l'analyse, du renseignement et de l'information de Tracfin. Merci de votre participation. Alors, comme les autres organismes supervisés par la CPR, les courtiers peuvent faire l'objet de contrôles sur site ou à distance en matière de LCBFT. En revanche, à la différence des autres organismes qui sont depuis longtemps habitués à répondre à un questionnaire annuel de la CPR centré sur le dispositif LCBFT, connu par les professionnels sous le terme de QLB, les courtiers n'avaient pas jusqu'à cette année été sollicités pour répondre à un tel questionnaire. Donc ça a été chose faite en 2020. Stéphane, pouvez-vous nous présenter ce questionnaire et puis les principaux enseignements que la CPR a tirés des nombreuses réponses que nous avons reçues, puis aussi les enseignements que nous avons tirés des contrôles plus traditionnels réalisés ces dernières années chez les courtiers d'assurance? Oui, merci Philippe. Je vais donc présenter les résultats de l'enquête que nous avons menée cette année pour la première fois. Mais tout d'abord, un bref rappel de la raison pour laquelle nous nous préoccupons de la lutte contre le blanchiment dans le secteur du courtage d'assurance. C'est en raison des risques, certes en général modérés, mais existants dans ce secteur. Nous avons publié l'année dernière une analyse de ces risques qui a fait suite à l'analyse nationale. Cette analyse a été conduite avec l'aide des services d'enquête, des services de police, des magistrats, de Tracfin et bien d'autres, pour apprécier de manière relative les différents risques qui affectent différents secteurs de l'économie sujets à l'obligation de vigilance, et notamment dans le secteur financier. Et effectivement, pour les assurances, certains facteurs justifient un risque faible. L'assurance non-vie est en général moins exposée, mais pourtant, il y a aussi des zones de risque, par exemple liées aux fraudes d'assurance, à des activités non déclarées, autour des activités d'assurance automobile. Par ailleurs, un autre facteur réducteur de risque, c'est que le courtier apporte un client, un assureur lui-même assujetti aux obligations de vigilance. Souvent, il reçoit les fonds d'une banque, elle-même aussi assujettie. Parfois, d'ailleurs, les fonds ne passent pas par le courtier. Et donc, il y a un ensemble de vigilance qui réduit les risques dans ce secteur. Néanmoins, il y a des risques existants. Par exemple, l'assurance vie est particulièrement exposée à certaines des principales menaces qui ont été identifiées en France, des menaces criminelles, que ce soit par exemple la fraude fiscale ou le risque de corruption. Il y a donc aussi des risques spécifiques à certaines opérations, rachat-souscription, le nantissement d'assurance vie, et puis aussi, bien sûr, les contrats de capitalisation porteurs, qui sont un ancien produit qui n'est plus commercialisé. Dans la commercialisation, n'est plus possible maintenant, mais il reste un stock. Et il est important que la vigilance s'exerce aussi lors du remboursement de ces bons pour pister leur éventuelle circulation. Et enfin, comme l'a dit le vice-président, le courtier a le contact avec le client et donc il est en première ligne pour la vigilance. Sa vigilance est donc indispensable, même en l'absence de maniement des fonds. Tracfin a par ailleurs rappelé qu'en matière d'assurance non-vie et d'escroquerie assurance, ces procédés sont utilisés par des réseaux criminels et des déclarations de soupçons dans le champ d'escroquerie à l'assurance non-vie ont aidé à cartographier des réseaux de financement du terrorisme. La vigilance des courtiers est donc bien indispensable dans tout le secteur de l'assurance. On l'a rappelé, les courtiers sont directement assujettis aux obligations de vigilance, contrairement aux agents généraux, aux mandataires qui, eux, appliquent les procédures de leur mandant sous le contrôle du mandant. Le courtier est donc assujetti dans tous les cas, même s'il n'encaisse pas de fonds, comme je l'ai indiqué. L'enquête maintenant. Nous avons adressé ce questionnaire donc à 24 000 courtiers. Donc 7 000 d'entre eux sont aussi agents généraux et 4 000 sont aussi conseillers en investissement financier. Alors nous avons exclu du champ de l'enquête les établissements de crédit, les sociétés de financement, les entreprises d'investissement parce qu'elles sont déjà assujetties à de nombreux reportings, en particulier en matière de lutte contre le blanchiment. Le taux de réponse à notre questionnaire
M. Fogel l'a indiqué, 21 000 réponses, donc 87% de la population visée, un taux très élevé pour cette première enquête, en particulier compte tenu des circonstances de la crise sanitaire. Il y a assez peu de variations entre les différents types de courtiers, notamment les autres activités exercées en plus du courtage, ou même la date d'inscription à l'ORIAS, ce qui fait que les résultats nous semblent tout à fait représentatifs de la population. Un des premiers renseignements, qui n'est pas une surprise, c'est qu'il y a une rotation élevée pour une partie de la population des courtiers d'assurance. On a vu que 9% des courtiers enregistrés à l'ORIAS début avril 2020 ont répondu avoir donc cessé leur activité, ou alors plus fréquemment ne pas encore l'avoir commencé. En effet, sur les courtiers qui étaient visés, il y en avait 3000 qui étaient enregistrés après le 1er janvier 2019 et 41% d'entre eux n'avaient pas encore commencé l'activité. Un autre aspect important est que le courtage d'assurance est souvent une activité accessoire ou limitée. C'est une activité complémentaire pour une majorité, moins de 5% du chiffre d'affaires total pour 40% des courtiers, et 60% des courtiers d'assurance ont un CA de courtage d'assurance inférieur à 50 000 euros. Les 4 critères dans le tableau qui étaient dans notre questionnaire étaient même remplis pour 13% des courtiers. Au total, donc, sur 21 000 réponses, il n'y avait que 17 000 courtiers qui étaient à la fois effectivement en activité et avaient une activité assez significative, de sorte qu'ils ont eu à répondre à l'ensemble du questionnaire. Certes, donc une activité accessoire pour beaucoup, mais il faut quand même rappeler que c'est en partie parce que certains sont aussi agents généraux, qui est leur activité principale, ou sont aussi conseillers d'investissement financier. Et pour ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, le courtage d'assurance est généralement la principale activité, plus de 70% du chiffre d'affaires pour 3/4 d'entre eux, et même l'activité unique pour la moitié. Quelques mots du poids du courtage d'assurance. Donc 58 000 personnes au total, ce qui est beaucoup, mais il ne faut pas oublier effectivement que l'immense majorité des entités sont très petites, puisqu'il n'y a que 5% qui emploient plus de 6 personnes. Les 40 premiers emploient eux seuls 22 000 personnes. Le chiffre d'affaires, M. Fogel l'a indiqué, 11 milliards d'euros environ au total. En plus, 42 milliards passent par les comptes du courtier, même si c'est le cas que pour le quart des courtiers, et 131 millions de relations clientèle. On voit donc un poids considérable du courtage. Un petit focus sur l'assurance vie, qui, comme on l'a vu, comprend des risques particuliers en matière de lutte contre le blanchiment. Donc un chiffre d'affaires de 1,6 milliard par rapport aux 11 milliards, donc environ 15%. Il n'y a que 7000 courtiers qui nous ont répondu être effectivement actifs en assurance vie. Et parmi ces 7000, 3000 qui sont aussi conseillers en investissement financier, ça représente ces courtiers qui sont aussi CIF, 60% des commissions de courtage en assurance. Et pour les CIF qui sont aussi courtiers, le courtage d'assurance représente la moitié du chiffre d'affaires, donc une part tout à fait significative. Là aussi, une certaine concentration. Quelques mots sur les 380 plus gros courtiers qui représentent 3/4 du chiffre d'affaires en vie. La première ligne du tableau, donc c'est les 200 qui ont un chiffre d'affaires entre 500 000 et 1 million d'euros. On voit que ce sont des entités encore très petites en termes d'effectifs, 3,2 employés en moyenne. En général, un nombre de clients relativement limité. En revanche, ceux qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires en vie, qui sont 180 entités, sont en moyenne plus grosses, 36 personnes, sont moins souvent conseillers en investissement financier et comportent plus souvent des entités avec beaucoup de clients. Ça comporte notamment des filiales de banques, des filiales d'assureurs, des sociétés de gestion de portefeuille, des courtiers grossistes, et aussi des entités spécialisées dans des contrats comme la prévoyance, les assurances obsèques, avec un grand nombre de contrats, parfois de petits montants. Notre questionnaire visait aussi à sensibiliser sur l'existence de toute la documentation que nous mettons avec d'autres autorités à la disposition des professionnels du secteur financier, et notamment les courtiers, pour les aider à analyser les risques, j'ai mentionné l'analyse des risques, mais aussi pour aider à comprendre la réglementation, les lignes directrices notamment, qui expliquent les attentes issues des textes.
il y avait une bonne connaissance de ces documents explicatifs, en général supérieur à 90%. On ne sait pas si c'était le cas avant le questionnaire, mais nous sommes contents d'avoir ce chiffre très élevé. Il était un peu moindre quand même pour le gel des avoirs, et c'est une raison pour laquelle nous allons insister sur ce point dans le reste des présentations. Il y avait en général aussi une meilleure connaissance des documents par les courtiers qui sont aussi conseillers en investissement financier. Les dernières questions portaient sur les déclarations de soupçons. Et M. Vogel a indiqué le nombre de déclarations est faible. Alors, on voit qu'en fait, il n'y a que 246 courtiers qui avaient fait au moins une déclaration en 2019. Ces chiffres comprennent aussi les déclarations des agents généraux, pas simplement pour l'activité de courtage, aussi pour le reste de l'activité. Et ces déclarations sont faites par les compagnies d'assurance. Par ailleurs, on a vu grâce au questionnaire que certains courtiers font partie d'un groupe d'assurance ou un groupe bancaire et font leur déclaration via le correspondant du groupe. C'est pour ça que les chiffres que nous avons eus sont un peu plus élevés que ceux de Tracfin. Néanmoins, ils restent faibles par rapport au fait que nous l'avons vu, il y avait 17 000 courtiers actifs qui ont répondu au questionnaire, avec une activité non accessoire. Enfin, 12% des courtiers ont recours à des mandataires. Ça représente 36 000 relations de mandat. Alors, certains ont plusieurs relations, bien sûr. Et c'est une utilisation qui est quand même assez concentrée, puisque les 44 courtiers qui recourent le plus à des mandataires totalisent à eux seuls 27 000 relations de mandat. Les futurs questionnaires, M. Vogel l'a dit, donc nous allons répéter tous les 2 ans ce questionnaire et, pour l'ensemble de la population de courtage. Et s'agissant des courtiers qui ont un risque plus élevé, dont la taille et l'activité justifient un dispositif complet de contrôle interne, ils seront assujettis, en plus du questionnaire tous les 2 ans sur l'activité, un questionnaire annuel plus détaillé sur leur procédure LCBFT, des statistiques de vigilance, comme le sont actuellement déjà les assureurs. Cela ne devrait cependant concerner que quelques dizaines de très gros courtiers. Ces points feront l'objet de discussions avec les associations professionnelles. Maintenant, je vais aussi, après les résultats de ce questionnaire, dire quelques mots des enseignements, des contrôles sur place menés par mes collègues au sein de la CPR auprès des entités de courtage d'assurance. Donc, nous sommes susceptibles de contrôler sur place des courtiers de toute taille. Près de la moitié des contrôles concernent des courtiers qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 €. Et aussi, ces contrôles peuvent concerner des courtiers qui ont toutes les configurations possibles en termes d'activités accessoires. 40% n'étaient que courtiers, mais un tiers était aussi conseiller d'investissement financier, un tiers était aussi intermédiaire en opération de banque, et certains aussi agents généraux. Les principaux constats lors de ces contrôles concernaient beaucoup l'analyse des risques, leur compréhension et les procédures. C'était même le cas dans la totalité des cas. Alors, bien sûr, c'était parfois simplement que la classification des risques n'était pas complète, les procédures incomplètes, qu'un point manquait. Ce n'est pas nécessairement une absence complète de procédure ou d'analyse. L'identification de la clientèle était aussi un point d'attention avec des lacunes, en particulier la situation financière de clients personnes morales, les revenus et le patrimoine de clients personnes physiques. S'agissant de la vigilance sur les opérations, il y a heureusement une proportion moindre de défaillances, sans doute parce que les opérations sont quand même moins nombreuses que dans d'autres secteurs et qu'effectivement les courtiers connaissent bien leurs clients, connaissent bien leurs opérations pour d'autres raisons aussi que la LCBFT. En revanche, en matière de pratiques déclaratives, même si nos contrôles n'ont pas décelé de cas flagrants de défauts de déclaration de soupçons, il y a quand même des retards de déclarations incomplètes et aussi des défauts d'examen renforcé d'opérations. Un certain nombre de défaillances aussi en matière de contrôle interne, même si c'est vrai, pour les entités de petite taille, c'est un point donc difficile à organiser. Et aussi des défaillances fréquentes en matière de gel des avoirs, parfois des absences complètes de dispositifs, ou bien des dispositifs peu efficients qui ne filtrent pas, qui ne vérifient pas toutes les personnes concernées, par exemple les bénéficiaires effectifs, et également une absence de filtrage des clients existants lors de la mise à jour des listes.
À la suite de ces contrôles, nous avons en général adressé des demandes de correction dans un certain délai, parfois sous forme de mise en demeure. Parfois aussi, il est arrivé que le courtier ait cessé ses activités après le contrôle, même si ce n'est pas nécessairement uniquement à cause du contrôle. Voilà donc un bilan à la fois des enseignements, des réponses au questionnaire et de nos contrôles sur place. Merci Stéphane. Donc, nous avons bien compris que les courtiers sont responsables de leur propre dispositif de vigilance, qu'ils doivent adapter à leur taille et à leurs risques. Yvan, pouvez-vous nous rappeler les obligations auxquelles ce dispositif de vigilance doit répondre pour permettre aux courtiers d'exercer pleinement et efficacement cette vigilance qui est attendue d'eux? Merci beaucoup Philippe. Oui, alors je vous propose de poursuivre cet après-midi de réflexion en évoquant ensemble les différentes obligations réglementaires qui s'appliquent dans le cas des différents points qui ont été relevés à l'occasion des bilans de contrôle sur place de la CPR. En commençant peut-être par le commencement, c'est-à-dire l'approche par les risques, qui est un principe fondamental en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et qui impose aux assujettis, et en particulier aux courtiers, de concentrer les ressources dont ils disposent sur les principaux risques auxquels ils sont exposés. C'est donc un principe d'efficacité et qui exige des courtiers qu'ils doivent avoir une bonne connaissance et une bonne compréhension des risques de BCFT auxquels ils sont exposés. C'est la raison pour laquelle la réglementation leur impose d'élaborer une classification des risques en fonction de leur clientèle, des différents types d'activités qu'ils fournissent, éventuellement de leurs canaux de commercialisation, le recours à des mandataires, la vente en ligne, par exemple. Et sur cette classification des risques, elle doit permettre ensuite aux courtiers d'élaborer un profil de risque de chaque relation d'affaires, c'est-à-dire en réalité une note de risque, un scoring, qui doit permettre aux courtiers d'adapter l'intensité de la vigilance en fonction du risque. C'est-à-dire par exemple qu'un client qui présenterait un profil de risque plus élevé eh bien, devrait faire l'objet d'une surveillance plus étroite de ses opérations. On s'attend également à ce que le courtier lui demande davantage d'informations, par exemple, le cas échéant, étayés par des justificatifs. Ces éléments sur la classification des risques ont été précisés par un arrêté, un projet d'arrêté en vérité, sur le contrôle interne qui devrait être publié dans les mois qui viennent, avant la fin de l'année, et qui s'applique aux courtiers d'assurance et que j'évoquerai tout au long de cette présentation. Vous trouverez également, j'en profite, sur les supports de présentation un certain nombre de points de repère qui font référence à de la documentation, des lignes directrices de la CPR, des orientations de l'autorité bancaire européenne et qui vous fournissent un certain nombre d'éléments très opérationnels pour vous aider à parfaire votre dispositif. Et donc évidemment, vous êtes invités à consulter ces documents auxquels Stéphane a, dans sa présentation tout à l'heure, fait référence. Alors, avant d'évoquer la vigilance à proprement parler, qui est le cœur du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, je voudrais faire un petit rappel sur les obligations qui s'imposent aux courtiers en matière d'organisation du dispositif, puisque c'est l'infrastructure de la LCBFT. Donc les courtiers sont soumis en ce domaine à un certain nombre d'obligations, mais qui répondent au principe de proportionnalité et d'approche par les risques qu'on a évoqués ensemble. Alors, en quoi consistent ces obligations? Eh bien, d'abord, il faut identifier un certain nombre de responsables dans l'entreprise. En premier lieu, le responsable du dispositif LCB, qui est le véritable maître d'œuvre de la LCBFT et dont les missions, d'ailleurs, sont précisées dans le projet d'arrêté que j'évoquais tout à l'heure. Il convient aussi d'identifier et de désigner un déclarant Tracfin, c'est-à-dire la personne qui est en charge d'effectuer les déclarations de soupçon à Tracfin, et également un correspondant qui est l'interlocuteur privilégié des autorités. L'identité de ces deux personnes, le déclarant et le correspondant Tracfin, doivent être communiquées à la CPR et à Tracfin. C'est un point sur lequel on appelle votre attention. Alors, pour principe de proportionnalité, disais-je, ça implique que pour les plus petites structures, par exemple, ces responsabilités peuvent être confiées à une seule personne, ce qui sera le dirigeant.
Les courtiers doivent également disposer d'une organisation dotée d'outils, de moyens matériels et humains qui sont adaptés à leur taille et aux risques. Alors on fait ici par exemple référence à des outils d'analyse des opérations et qui pourront pour les plus petites entités reposer sur des dispositifs de surveillance manuelle. En revanche, pour les plus gros courtiers qui ont une activité importante avec un volume d'opérations volumineux justement, eh bien évidemment l'efficacité du dispositif exigera d'eux un dispositif automatisé. En revanche, et là aussi c'est un point important, l'ensemble des personnes qui sont appelées à mettre en œuvre des obligations de LCBFT doivent bénéficier d'une formation adaptée. Les courtiers, en fonction de leur modèle d'activité, de leur appartenance à un groupe, peuvent aussi recourir à l'externalisation pour mettre en œuvre leurs obligations de LCBFT. Ils confieront donc à un tiers la réalisation de ces tâches. Cependant, ce recours à l'externalisation est encadré par un certain nombre de conditions, qui sont d'ailleurs précisées par l'arrêté LCBFT que j'évoque depuis le début de ma présentation, et qui prévoit notamment l'obligation de conclure un contrat écrit entre le courtier et le prestataire, dont les clauses sont précisées par cet arrêté, et qui a pour principal objet de veiller à ce que le courtier reste responsable des obligations LCBFT qui ont été déléguées. C'est un point très important. Je vous propose maintenant d'évoquer plus particulièrement l'obligation de vigilance qui peut, si on veut un peu schématiser le processus, peut être distingué en trois phases. La phase de connaissance de la relation d'affaires, ce qu'on appelle traditionnellement le KYC. Ensuite, la phase de surveillance des opérations et, le cas échéant, lorsqu'elle permet de mettre au jour une opération suspecte, évidemment, la déclaration à Tracfin qui est l'aboutissement de tout ce processus. Alors, le KYC, d'abord, regroupe deux types d'obligations. D'abord, l'identification et la vérification d'identité du client et du bénéficiaire effectif. Alors, on n'a peut-être pas le temps d'aborder en détail cet ensemble d'obligations et c'est pour ça qu'on vous invite à consulter sur ce point les lignes directrices de la CPR. Vous devez néanmoins savoir qu'en matière de vérification d'identité, le cadre juridique a été profondément rénové au cours de ces derniers mois pour permettre aux courtiers de recourir à des instruments de vérification d'identité pour faciliter les entrées en relation d'affaires par Internet à distance. Ils peuvent par exemple recourir à la signature électronique, à des recommandés électroniques et des réflexions se poursuivent encore aujourd'hui pour accroître les instruments à la disposition des courtiers. J'appelle également votre attention sur un point récent en matière de vérification d'identité des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire, vous le savez, les personnes physiques qui, en dernier ressort, contrôlent ou possèdent la personne morale qui est le client du courtier. Depuis le mois de février, en effet, il y a une obligation, avant toute nouvelle entrée en relation d'affaires, de consulter le registre des bénéficiaires effectifs. Le KYC implique, et c'est le deuxième ensemble d'obligations, une connaissance du client au-delà de sa simple identification et vérification d'identité. Ces exigences en termes de connaissance répondent au principe de l'approche par les risques, c'est-à-dire que plus le client présente un niveau de risque élevé, plus le courtier évidemment sera appelé à recueillir des éléments circonstanciés. C'est par exemple le cas en matière d'assurance vie, où les courtiers sont appelés à recueillir à tout le moins des informations sur la profession du client et sur ses revenus ou son patrimoine. Un point sur la tierce introduction, puisque les courtiers sont amenés à réaliser ces obligations de KYC pour le compte de l'assureur, donc c'est ce qu'on appelle la tierce introduction. Juste pour vous rappeler que ce cadre a été récemment renforcé et les courtiers désormais doivent transmettre sans délai les informations recueillies à l'organisme d'assurance qui devra quant à lui réaliser des contrôles à l'égard du courtier et qui sont définis d'une façon un peu plus précise dans la réglementation, notamment en ce qui concerne la nature et la qualité des informations transmises. Voilà, alors si je suis un petit peu le processus que j'évoquais tout à l'heure, on en arrive à la seconde phase qui est la phase de surveillance des opérations.
et qui repose là aussi sur des dispositifs qui sont adaptés au risque de l'activité du courtier. C'est-à-dire que si les produits qui sont commercialisés, par exemple, présentent des risques un peu moins élevés, eh bien, la réglementation imposera un dispositif qui est un peu plus souple. Néanmoins, c'est soumis à un certain nombre d'exigences, et en particulier, il convient dans ce cas que le courtier s'assure tout au long de la relation d'affaires que le risque présenté par cette relation reste faible. Et évidemment, si le courtier est amené à avoir des informations qui le conduisent à considérer que ça n'est plus le cas, ou si même il met au jour des opérations atypiques ou suspectes, évidemment, il doit rehausser le profil de risque de sa relation d'affaires et renforcer les vigilances mises en œuvre. En cas d'opération atypique, il convient de faire un examen renforcé qui consiste en réalité à se rapprocher du client pour obtenir des informations sur l'origine et la destination des fonds. Et lorsque ces informations recueillies ne permettent pas de lever le doute, il faudra, comme ça a été déjà dit à plusieurs reprises, réaliser une déclaration de soupçon à Tracfin. Alors j'en viens maintenant au dispositif de gel des avoirs qui, contrairement aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ne répond pas à l'approche par les risques, mais dans ce domaine, les courtiers sont soumis à une obligation de résultat. Le cadre juridique en matière de gel des avoirs a été récemment modifié donc par une ordonnance qui a été publiée le 4 novembre dernier et qui étend le champ des obligations en matière de gel des avoirs à l'ensemble des personnes morales qui réalisent leurs activités en France, y compris même lorsqu'elles ne reçoivent pas les fonds de la clientèle. Et ça s'applique donc ces dispositions également aux courtiers. Donc pour pouvoir mettre en œuvre ces obligations de gel des avoirs, il convient de mettre en place une organisation et des procédures internes qui permettent d'identifier et donc de filtrer les clients qui font l'objet d'une mesure de gel des avoirs. Alors, on entend par client des acteurs qui incluent le souscripteur du contrat, éventuellement l'assuré si ce n'est pas la même personne, mais également le payeur ou le bénéficiaire. Donc il s'agit bien là d'une conception large. Donc une fois identifié, le client inscrit sur une liste de gel des avoirs eh bien, devra évidemment faire l'objet d'une mesure de gel et la Direction générale du Trésor devra immédiatement en être informée. Le dispositif qui doit être mis en œuvre en matière de gel des avoirs doit répondre à un certain nombre d'exigences et qui portent par exemple sur la fréquence du filtrage qui doit intervenir par exemple avant toute entrée en relation d'affaires, mais également à chaque mise à jour des listes de gel. Il convient également de veiller à ce que ce dispositif soit correctement paramétré. On sait de ce point de vue par exemple que ce qu'on appelle l'exact match, c'est-à-dire une correspondance orthographique précise, exacte entre les listes de gel d'une part et les référentiels des bases clients d'autre part, ne sont pas efficaces. On n'a malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail de toutes ces obligations et c'est la raison pour laquelle on vous invite à consulter les lignes directrices de la CPR et de la Direction générale du Trésor sur ce sujet où vous trouverez des indications très opérationnelles pour pouvoir adapter votre dispositif de gel. Enfin, les courtiers doivent mettre en place un dispositif de contrôle interne qui répond là aussi aux exigences de proportionnalité et d'approche par les risques, puisqu'on considère traditionnellement qu'un dispositif de contrôle interne comprend 3 lignes de défense. La première, c'est un contrôle permanent réalisé par les opérationnels eux-mêmes. Cette exigence-là s'impose à tous les courtiers, quelle que soit leur taille, quels que soient les risques auxquels ils sont exposés, et il convient donc que ce dispositif soit particulièrement robuste. En revanche, la réglementation n'impose de mettre en place une seconde et une troisième ligne de défense que pour les courtiers qui ont une activité de taille qui le justifie ou qui sont exposés à des risques plus élevés. Et ces lignes de défense, ces deuxième et troisième lignes de défense, ça regroupe un contrôle permanent réalisé par des services dédiés, c'est ce qu'on appelle le contrôle des 4 IE, et puis évidemment la mise en place d'un dispositif de contrôle périodique par des agents indépendants, c'est l'audit interne. Enfin, donc, lorsque ce dispositif de contrôle détecte des insuffisances, il appartient évidemment de mettre en place
dans des délais aussi brefs que possible les mesures correctrices qui s'imposent pour assurer l'efficacité du dispositif, puisque c'est bien là l'objectif qui est recherché. Merci Yvan pour ce tour d'horizon très complet des obligations auxquelles les courtiers en assurance sont assujettis en matière de LCBFT. Stéphane, au regard des points d'attention nombreux qu'Yvan vient de rappeler, quels sont les principaux axes d'amélioration que dans ces contrôles la CPR a identifiés? Oui, Philippe, effectivement, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Donc, vous voulez insister sur 3 points, 3 actions qui paraissent voilà, plus immédiatement faisables dans un bref délai. La première concerne le gel des avoirs. Yvan l'a dit, c'est une obligation de résultat, une obligation de geler sans délai. On comprend bien pourquoi, parce que si la personne concernée peut retirer ses fonds avant même que l'assureur ou le courtier s'aperçoive que la personne est soumise à des mesures de gel, ça ne marche pas. Un autre point important qu'il faut souligner, c'est que ce qu'on voit dans notre contrôle, c'est qu'il faut aussi conserver la trace des vérifications faites pour montrer que ces vérifications ont bien été effectuées. Alors il faut des moyens pour vérifier, pour filtrer. Alors quand les opérations sont très importantes, beaucoup de clients, beaucoup d'opérations, il faut des logiciels dédiés, acquis sur le marché, éventuellement développer des outils maison. Et c'est possible d'externaliser ces vérifications à condition de faire par contrat et de vérifier cette mise en œuvre. Mais il est aussi possible pour les petites entités d'avoir une détection manuelle. Et je voulais vous en dire quelques mots et souligner qu'un outil est mis à disposition gratuitement par le ministère de l'économie sur la page qui est indiquée ici, et beaucoup d'entre vous ont reçu une invitation mardi avec un lien vers cette page, car je crains que vous ne puissiez cliquer sur votre écran à cet instant. Et cette page contient tout simplement un fichier Excel à télécharger qui contient 2400 noms. Alors, si vous connaissez par cœur le nom de vos clients, certains d'entre vous n'en ont qu'en quelques dizaines, c'est peut-être possible effectivement de parcourir ce fichier, mais sinon, il vaut mieux faire quelques recherches avec les outils Excel et conserver la trace, par exemple, par des captures d'écran. Donc, des solutions très simples, très accessibles pour arriver à vérifier ce fichier. Et puis, bien sûr, il faut se tenir au courant des modifications de cette liste. Et là aussi, le Trésor offre tout simplement un abonnement à des alertes par email. Et il suffit donc de cliquer sur un lien sur cette page pour générer l'email et un autre clic pour envoyer cet email et s'abonner. Et ça suffit, vous recevrez donc ces mises à jour. Et ça peut être utile même pour ceux qui utilisent des logiciels de filtrage, simplement pour vérifier que les mises à jour s'effectuent correctement. Donc voilà un premier point. Un deuxième point, on l'a dit, c'est l'analyse des risques. On a mis à vos dispositions ces documents d'analyse sectorielle. Et certains nous ont dit dans les réponses au questionnaire, on va tout simplement donc, les annexer à nos procédures. Et effectivement, ça peut être une solution lorsque ce que nous décrivons correspond aux activités. S'il y a d'autres activités, en revanche, il faut avoir sa propre analyse. Alors pour faciliter tout cela, cette analyse des risques que nous avons produite, nous allons la mettre à jour l'année prochaine. Nous tiendrons compte des suggestions, des remarques dans les commentaires à vos réponses au questionnaire, par exemple, de nous dire que la distinction entre des supports rachetables, non rachetables, le fait que les activités de protection sociale sont moins risquées, et nous enrichirons donc ce document pour continuer à vous aider et que plus fréquemment vous puissiez effectivement l'annexer. Une troisième amélioration, très simple elle aussi, c'est la déclaration d'un correspondant TRACFIN. Alors, on comprend bien que tous n'ont pas déclaré, quand il y a très peu de clients, très peu d'activités, qu'il n'y a pas de risque, il n'y a effectivement pas de déclaration. Mais nous voulons être sûrs que vous êtes prêts à déclarer rapidement et donc que vous êtes enregistré auprès de TRACFIN. C'est très simple là aussi. Alors bien sûr, vous dites, si vous êtes une personne unique, le seul dirigeant, vous êtes forcément le correspondant de TRACFIN, mais il faut aussi, donc, en s'enregistrant, vous aurez les liens de connexion qui permettront à TRACFIN de vous interroger, donc d'échanger avec vous. Et Jean-Christophe va vous en dire un peu plus très bientôt. Merci Stéphane. Donc justement, Jean-Christophe Cabotte, j'ai rappelé tout à l'heure que vous êtes le chef du département de l'analyse, du renseignement et de l'information à TRACFIN. Et donc, votre département est précisément le destinataire des déclarations de soupçons que les courtiers en assurance adressent à TRACFIN, comme toutes les autres professions, financières ou non. Pouvez-vous nous préciser vos attentes
à l'égard de la profession, et puis aussi nous éclairer sur les typologies de blanchiment que les déclarations que vous recevez et analysées font ressortir, et sur lesquelles la vigilance des courtiers doit s'exercer en particulier. Oui, merci beaucoup. Donc je ne m'attarderai pas sur qui est Tracfin, je pense que pour la plupart d'entre vous c'est déjà bien connu, mais je reviendrai effectivement plus précisément sur ce qui est attendu de vous au terme de tout ce dispositif qui vous a été présenté. Petite précision, c'est bien l'ensemble du secteur de l'assurance qui est assujetti au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, c'est-à-dire l'assurance vie et l'assurance non-vie. Ce qui implique pour vous tous une vigilance constante sur l'ensemble de vos opérations, sur l'ensemble des demandes qui vous sont faites par vos clients. Qu'est-ce que vous devez déclarer donc à l'issue de tout ce dispositif? Vous devez déclarer les sommes qui sont inscrites dans les livres ou les opérations qui portent sur des sommes dont vous soupçonnez, ou avez de bonnes raisons de soupçonner, qu'elles proviennent d'une infraction punie d'une peine privative de liberté de plus d'1 an. Alors bien sûr, on pense d'abord au trafic, notamment au trafic de stupéfiants quand on évoque ces peines, mais c'est beaucoup plus large que cela. Ce sont aussi toutes les infractions proprement économiques, type l'abus de biens sociaux, c'est aussi la corruption et les autres atteintes à la probité, ce sont les différentes escroqueries. Toutes ces infractions sont susceptibles d'une peine de prison de plus d'1 an d'emprisonnement et donc doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de Tracfin. Deuxième cas de figure, lorsque les opérations qui vous sont demandées peuvent financer le terrorisme. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple. Et puis, dernier cas, lorsque vous avez un soupçon de fraude fiscale, et là, on a une liste de 16 critères qui est fixée par décret, en l'occurrence, c'est l'article D 561-32-1 du Code monétaire et financier qui reprend ces différents critères. Quelques grands exemples de typologies que l'on peut rencontrer dans l'assurance vie, puis dans l'assurance non-vie. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques exemples un peu plus concrets. Alors en assurance vie, on pense tout d'abord à la fraude fiscale. Et c'est vrai que c'est le domaine le plus fréquemment rencontré, peut-être aussi l'un des plus évidents à repérer. On peut avoir des donations non déclarées. Alors là, c'est tous les sujets de police d'assurance vie, donc contrat d'assurance vie, qui sont alimentés par une autre personne que le bénéficiaire. On peut avoir l'utilisation de fonds non déclarés à l'étranger, donc là également vous pouvez voir des contrats d'assurance vie à l'étranger ou qui sont en France mais alimentés depuis des comptes bancaires eux-mêmes à l'étranger. Ce sont des éléments qui sont très importants. Vous savez que les comptes à l'étranger doivent être déclarés à l'administration fiscale. Si ce n'est pas le cas, il y a une amende forfaitaire pour l'oubli ou l'omission de la déclaration, et surtout ces comptes peuvent receler des sommes importantes qui, elles, échappent à l'impôt. Si on quitte la fraude fiscale pour regarder l'assurance vie et le blanchiment, là encore, on peut avoir des domaines intéressants avec l'abus de biens sociaux, c'est-à-dire le produit d'un abus de biens social viendrait alimenter un compte d'assurance vie, un contrat d'assurance vie, pardon. C'est un élément qu'il faut avoir en tête quand vous voyez une personne morale qui alimente un contrat d'assurance vie pour une personne privée, généralement son dirigeant. Et puis si on n'est pas sur le compte du dirigeant, mais sur le compte d'un tiers qui pourrait être en position d'avoir un pouvoir décisionnaire important pour l'exercice de l'activité économique dans l'entreprise, on peut être dans un cas d'atteinte à la probité, de corruption ou de... En assurance non-vie, plusieurs cas de figure, là encore. Alors vous pouvez avoir un risque de blanchiment à la souscription d'une police, c'est-à-dire que le produit d'une activité illicite, le produit de l'infraction, sert à souscrire une police, qu'il s'agisse d'assurer un véhicule, un bien immobilier ou autre. Donc là, on peut avoir des fonds qui proviennent des différentes infractions que je vous ai évoquées tout à l'heure, l'abus de biens sociaux, diverses sortes de trafic, toute autre infraction. Les risques liés aux assurances collectives, donc nous avons des employés fictifs qui sont ensuite curieusement tous malades ou tous demandent à bénéficier d'une indemnité. Je passe au dernier point, les risques liés à la fraude à l'assurance. Là aussi, nous pouvons avoir des sinistres provoqués ou des constats amiables d'assurance. Et là encore, c'est bien le travail de détection de la fraude à l'assurance qui permettra de trouver également un cas de blanchiment ou de financement de terrorisme. Et puis, au-delà des
des informations ou des contrats spécifiques qui peuvent révéler des fraudes, des infractions elles-mêmes, les informations dont vous disposez sont très intéressantes. Tout ce qui peut dénoter, par exemple, une disproportion entre ce que vous connaissez des revenus du patrimoine de votre client et ce qu'il est en train d'assurer. Je pense par exemple à l'assurance de véhicules de luxe, l'assurance de biens immobiliers de prestige par des personnes, ou d'œuvres d'art, par des personnes qui n'ont visiblement pas, d'après vos connaissances, la surface financière pour ce faire. Ça peut révéler des trafics, alors des trafics d'œuvres d'art, du blanchiment par l'immobilier, etc. Dans quel cas vous nous faites ces déclarations de soupçon? Eh bien écoutez, c'est quand vous avez eu une première alerte qui dans vos systèmes, ou alors manuellement, comme c'était indiqué tout à l'heure, vous fait remarquer quelque chose de surprenant, d'étonnant, d'atypique. Vous essayez d'en savoir un petit peu plus, vous interrogez votre client, vous lui demandez éventuellement des documents justificatifs, et puis soit vous êtes rassuré, et à ce moment-là, très bien, votre dossier est classé, soit vous n'êtes pas rassuré, vous n'avez pas réussi à lever votre doute, et à ce moment-là, vous nous faites une déclaration. Donc cette déclaration, j'insiste, hein, c'est le fruit d'une réflexion objective et méthodique, et j'insiste dessus parce que c'est important que vous retraciez dans votre déclaration de soupçon, j'y reviendrai, tout ce cheminement que vous avez effectué. Deux caractéristiques importantes qui sont liées à la déclaration de soupçon. La première, c'est qu'elle est strictement confidentielle. De votre côté, il est évidemment interdit de divulguer à votre client le fait que vous faites une déclaration de soupçon à Tracfin. Il en va de la qualité de l'enquête et des investigations que nous pourrons faire par la suite. Si votre client est prévenu, il peut prendre ses dispositions. Et puis vous ne pouvez pas non plus échanger avec un tiers ce que contient l'ADS, à l'exception, j'y reviendrai aussi tout à l'heure dans un des exemples, des échanges intragroupes. De notre côté, nous ne divulguons pas l'existence des déclarations de soupçon et nous ne divulguons pas non plus le contenu ni l'auteur de la déclaration de soupçon. C'est-à-dire que les notes que nous envoyons à l'administration, à l'autorité judiciaire, sont toujours issues de plusieurs déclarations de soupçon et de l'exercice de nos différents pouvoirs, dont le droit de communication et dont la consultation de différentes bases. C'est-à-dire que l'information qui sera contenue peut venir de plusieurs sources. Deuxième caractéristique intéressante pour vous, cette fois-ci, de la déclaration de soupçon, elle vous exonère de responsabilité. C'est-à-dire que la déclaration de soupçon qui est effectuée de bonne foi vous dégage, ce qui est rappelé ici, de votre responsabilité civile, pénale ou disciplinaire. C'est-à-dire que par exemple, votre client ne pourra pas, d'abord il ne devrait pas savoir que vous avez fait une déclaration de soupçon, c'était la diapositive précédente, mais il ne peut pas vous reprocher, vous attaquer pour diffamation ou calomnie parce que vous avez fait une déclaration de soupçon. Alors maintenant, si on entre un peu plus dans le détail des déclarations de soupçon, quelques éléments sur ce qui fait la qualité d'une déclaration de soupçon. Je vous ai rappelé tout à l'heure que la déclaration de soupçon était le produit d'une déclaration, d'un examen méthodique, et ça doit se voir. Votre signalement doit être structuré, vous devez exprimer clairement votre soupçon, j'ai quelques exemples bons et mauvais un peu plus tard. Identifier clairement les personnes déclarées, que ce soit les personnes physiques ou morales, avec le plus de pièces jointes justificatives possible. Nous indiquer le montant de l'opération, si elle a été exécutée ou non, tous vos éléments de connaissance client actualisés, si vous avez des éléments bancaires comme le numéro IBAN, donnez-le nous, et encore une fois, toutes les pièces jointes. Alors quelques petits exemples, je crois que c'est surtout ça qui va être le plus parlant. Un exemple, on va commencer par l'assurance vie. Un exemple d'une déclaration inutile pour nous. Notre client a réalisé cette opération en 3 mois, 4 versements libres, 3 rachats partiels, motif transfert vers un autre produit. Et c'est tout. Aucune pièce jointe. On ne sait pas qui sont les clients, il n'y a aucun élément de KYC, il n'y a pas de date et il n'y a aucun soupçon étayé. Donc nous n'avons aucun moyen de comprendre ce qui, chez vous, a généré d'abord une alerte. Est-ce que c'est le montant qui vous paraissait anormal par rapport à votre connaissance client? Mais ça n'est pas dit. Et puis, pourquoi de cette alerte, vous avez eu un doute qui a été confirmé en soupçon? Donc, en l'état, l'information est inutile pour nous.
un exemple avec tous les éléments nécessaires pour nous. Alors la société Intel a une activité de holding, c'est très bien, on sait de quoi il s'agit. On avait par ailleurs les pièces jointes. On nous dit fin décembre 2019, donc déjà on a une date, rachat total d'un des contrats sans en préciser le motif. C'est ça qui vous a attiré l'attention. Votre client a refusé de vous préciser le motif et ses statuts. Donc, on voit que vous avez fait des démarches qui ont été infructueuses du fait de votre client. Voilà. Donc tous ces éléments sont utiles pour nous. Un exemple issu de fraude fiscale. Alors nous avons ici un couple, donc monsieur et madame. Monsieur est dentiste. Ils sont tous les deux titulaires d'un contrat de capitalisation. Voilà, c'est l'épouse qui est la titulaire du contrat de capitalisation. Elle en demande le rachat et elle demande à bénéficier d'un dispositif d'exonération sur les plus-values liées au licenciement récent. Et donc, elle le prouve avec une attestation de licenciement. Par les éléments de connaissance client que vous aviez, vous vous rendez compte que madame a été en réalité embauchée par son époux 2 mois avant la cessation d'activité de l'époux. Donc vous aviez une bonne connaissance client parce que vous saviez que depuis le début de la relation client, madame n'avait pas de profession et que c'est donc juste 2 mois avant la cessation d'activité que son époux l'a embauchée au sein du cabinet. Et puis vous avez été alerté donc par les montants à la fois de rachat et d'exonération de plus-value à l'IR. Déclaration de soupçon auprès de Tracfin pour fraude fiscale. Qu'est-ce que nous en avons fait? Donc nous, de notre côté, nous avons consulté effectivement les bases fiscales et exercé des droits de communication, notamment auprès de Pôle emploi. Donc nous avons vu que madame était inscrite depuis une très courte durée et puis qu'elle avait été radiée pour absence de pointage. Transmission de cette information à la DGFiP pour fraude fiscale. Autre exemple, un cas d'abus de faiblesse sur un fonds de financement de terrorisme. Alors qu'est-ce que vous aviez vu, vous, de votre côté? Une personne physique âgée, de plus de 90 ans, titulaire là aussi d'un contrat d'assurance vie. C'est l'assureur qui a reçu la demande de rachat pour près de 50 000 €, qui constitue une assez grosse partie du contrat d'assurance vie. C'est l'assureur qui l'a reçu et non la banque partenaire qui était l'habituel intermédiaire dans la relation avec cette personne physique. Cette personne est en EHPAD et lorsque les questions lui ont été posées de savoir pourquoi elle voulait racheter ce montant d'assurance vie, a répondu c'est pour faire un don à mon fils qui en a besoin pour lui-même donner à une association cultuelle à laquelle il appartient ainsi que d'autres membres de la famille. Vous avez été alerté pour des raisons de lutte contre le financement du terrorisme, enfin de financement du terrorisme. Donc là, vos indices étaient les éléments de vulnérabilité, personnes âgées, en EHPAD, le caractère atypique de la demande, à la fois adressée non pas à l'intermédiaire habituel, mais directement à l'assureur, et puis la destination qui était clairement affichée. Bonne communication intra-groupe entre le banquier partenaire et puis l'assureur. Qu'est-ce que nous avons fait de notre côté? Consultation des fichiers de police et des bases fiscales ou douanières. Donc nous avons vu que le fils, qui était le bénéficiaire, était fiché S, que les membres de l'association cultuelle destinataire étaient également, pour certains, fichés S. Les droits de communication bancaire nous ont fait prendre conscience que les fonds étaient transférés à l'association à caractère religieux, dont les membres étaient fichés S. Donc, pour nous, ça a été une transmission à la DGSI. Cette fois-ci, quelques exemples en assurance non-vie. Un exposé des faits lacunaires, suspicion de fraude fiscale compte tenu de la rotation hors norme de véhicules assurés. Aucune information, aucune pièce jointe donnant le nombre, le modèle, l'année, la valeur des véhicules. Aucun élément nous permettant de savoir de quoi il s'agissait. Alors, un exemple assez pertinent pour le coup, sur l'inadéquation du profil économique et de la valeur des biens, un des exemples que je vous indiquais tout à l'heure. Donc là, on a un gérant d'une société qui détient plusieurs véhicules de luxe. Ça, c'est intéressant.
Pas d'informations sur le mode de financement des véhicules, information intéressante qui nous est donnée également. Prime prélevée sur le compte de l'assuré et pas de l'entreprise, élément intéressant là aussi. Critères d'alerte chez vous, l'incohérence entre les revenus déclarés et le patrimoine déclaré, et donc la mise en vigilance renforcée du client vous a permis de détecter effectivement un nombre de véhicules assurés de plus en plus important, les marques et les modèles des véhicules, leur valeur à neuf. Voilà, donc on peut supposer un sous-jacent ou un doute de même nature entre ces deux déclarations de soupçon. La première était inutile, celle-ci nous donne tous les éléments nécessaires pour continuer nos investigations. Très rapidement, un cas de fraude à l'assurance et de blanchiment. Donc là, nous avons un véhicule qui commence à être d'assez haut de gamme, qui est d'abord assuré par le fils au tiers. Et puis, dans la foulée, la demande est transformée en une demande d'assurance par le père, cette fois-ci tout risque. Et puis, dans les 4 mois de la souscription, il y a un sinistre. Alors évidemment, l'assureur s'étonne de cette proximité entre le sinistre et la souscription de l'assurance et diligence un enquêteur qui va soulever pas mal de difficultés. On ne sait pas qui était le conducteur lors du sinistre, le fils ou le père. On ne va pas savoir non plus vraiment comment était au départ financée l'acquisition. Il va falloir investiguer davantage. Les primes elles-mêmes étaient payées par le fils, alors que finalement, vous vous souvenez, dans le deuxième temps, c'était bien le père qui était censé être l'assureur, enfin l'assuré plus exactement. Et puis l'enquête montre que le véhicule a été acheté en Allemagne, mais qu'il avait un malus important et que pour éviter de faire toutes sortes de traces, la transaction a été réalisée en espèces et que le garagiste avait été témoin de la transaction, avait été menacé. Ce sont les informations qui ont été obtenues par la suite. Donc pour vous, les éléments que vous avez eus, c'était les doutes sur les conditions du sinistre et sur l'identité réelle de l'assuré. La carte grise au nom de l'assuré qui était évidemment falsifiée avec un certificat de complaisance. Et puis les fonds en provenance du fils, qui était un compte lui-même atypique, c'est ce que vous indiquait la banque. Et le garagiste était lui-même soumis à des pressions. Donc, vous avez fait une déclaration de soupçon. Encore une fois, consultation des fichiers de police qui nous ont montré que les personnes étaient connues de la justice pour importation et détention de stupéfiants, recel, vol en bande organisée de véhicules, escroquerie. Les droits de communication bancaire nous ont montré un important volume de transactions au profit de sociétés de jeux ou de casinos, sans identification des mises de jeu. Et donc là, il y a eu une transmission en justice pour un circuit de blanchiment d'activités non déclarées et illicites en lien avec l'économie souterraine et par le biais du jeu. Tout à l'heure, Stéphane insistait sur la nécessité pour vous de vous inscrire dans Hermès. Je ne peux bien que souscrire à cette recommandation. Et alors, je vais terminer par quelques éléments très concrets sur les modalités d'inscription à la plateforme Hermès de Tracfin. Donc sur le site internet de Tracfin que vous trouverez sur votre navigateur préféré, vous avez sous le bandeau d'actualité un onglet Télédéclaration Hermès qui vous amènera sur la page qui est actuellement à l'écran. Et donc vous avez un onglet Demande d'inscription. Donc ensuite vous vous laissez guider, vous avez des conditions générales à accepter et puis vous arriverez sur un formulaire dans lequel vous rentrez vos éléments d'identification. Et puis à l'issue de ce formulaire, vous êtes inscrit, vous recevez un numéro d'identification et puis votre mot de passe. Et ensuite, si vous voulez déclarer, vous arrivez à la même page que la première, mais au lieu de demande d'inscription, vous allez sur authentification simple avec le login et le mot de passe que vous avez reçu. Et puis vous pouvez ensuite accéder à l'onglet de déclaration. Si vous avez besoin d'aide, je vous laisse la page où vous trouverez les informations, à la fois email et numéro de téléphone, qui vous permettent d'avoir soit un support technique, soit des questions plus précises sur la déclaration de soupçon. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette présentation très, très parlante, qui aura sûrement éclairé nos auditeurs sur les types d'opérations qui peuvent appeler une vigilance certaine
et éventuellement conduire, si le doute ne peut pas être levé, après le travail d'analyse méthodique que vous avez évoqué, à une déclaration de soupçon. Donc je remercie nos 3 intervenants pour leur présentation. Nous espérons qu'elles auront permis de renforcer la connaissance des courtiers, de leurs obligations en matière de prévention du blanchiment, et puis de les sensibiliser aux risques et typologies auxquelles ils peuvent être confrontés. La prochaine édition du questionnaire, annoncée par Stéphane en début de séance, qui interviendra en 2022, nous permettra très certainement de mesurer les progrès qui auront été réalisés. Donc merci à tous de votre attention. Nous vous proposons maintenant quelques minutes de pause avant la 2e session de cet après-midi qui sera consacrée aux enseignements des contrôles réalisés par la CPR chez les intermédiaires en matière de pratiques commerciales et en particulier sur les thèmes du démarchage téléphonique et de la commercialisation des contrats obsèques. Donc cette session commencera exactement dans 5 minutes à 15h15. Merci.